Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Petite analyse du vendredi soir, là, tranquille, pour parler de Paris Saint-Germain AS Monaco. Ça vient de se terminer, un choc entre le leader et le troisième avant ce match du championnat de France. Le PSG l'emporte nettement, 5-2. Des réalisations de Gonzalo Ramos et Kylian Mbappé en première période, Ousmane Dembélé, Vitinha et Kolo Muani pour les locaux, Minamino et Balogun ont entretenu un certain suspense dans ce match où le PSG n'a pas été parfait. Donc je propose qu'on en discute, qu'on voit un petit peu les éléments qui sont intéressants 4 jours avant de jouer un match tellement crucial mardi soir contre Newcastle, où on sera évidemment là aussi pour en parler. Kolo Muani donc a marqué le dernier. Dans l'ensemble, c'est une victoire, je ne sais pas à quel point elle est pleinement convaincante, mais elle est rassurante, je pense. Elle fait du bien quand même contre un gros morceau du championnat de France. Peut-être aussi ça souligne, je trouve, contre Monaco, qui n'est pas rien cette saison, sur ce début de saison. T'en mets 5, sans avoir été brillant non plus. Je trouve pas que ce soit la meilleure Ligue 1 qu'on ait eue ces dernières années. Je trouve pas que le niveau de compétition soit le plus intéressant des toutes dernières saisons. Après, le PSG a fait le job et donc prend 6 longueurs d'avance. 6 longueurs d'avance sur les amis monégasques, 4 sur l'OGC Nice. En attendant le match des Niçois, il me semble que c'est demain à 13h ou dimanche à 13h. Peut-être contre Toulouse, mais pas sûr du tout, j'ai un petit peu oublié. En tout cas, voilà, belle victoire pour les Parisiens qui étaient disposés dans un 4-2-4 sur le papier. Moi, c'était un peu une question qui m'intéressait parce que c'était le premier match sans Zahir Emery depuis un moment. Qu'est-ce qui allait être choisi, sélectionné par Luis Enrique, et donc c'était Fabien Ruiz. Fabien Ruiz ici aux côtés de Manuel Ugarte dans l'entrejeu, ce qui semble relativement logique vu le profil, même si je me disais, ouais, peut-être que on peut tenter des trucs, des combos un petit peu plus différents, peut-être Vitinha, peut-être Hakimi qui est déjà très très central sur certaines phases. Au final, bon, plutôt du poste pour poste. Et il y avait une petite spécificité aussi, sinon le reste est des choix assez logiques. C'était le petit blason là, l'insigne de meilleur buteur de la Ligue 1 pour l'instant, le maillot jaune, un peu l'équivalent, le top scorer pour l'instant pour Kylian Mbappé, qui est un petit peu sur toutes les communications visuelles. C'était une nouveauté de la Ligue 1 et on va en parler dans quelques minutes. L'AS Monaco, de leur côté, ils étaient en 3-4-2-1. Golovin, Minamino, les deux que j'aime beaucoup, les deux qui font un très bon début de saison, et Golovin qui a été top sous Balogun. Jacobs, Camara, Zakaria, Vanderson, Magassa, Maripan, Singo devant Keun, Philippe Keun, dont il y a aussi 2-3 trucs à raconter. Alors, initialement, moi, peut-être le truc qui me marque côté parisien, le truc que je trouve le plus sympa, c'est l'association entre Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. Ça, sur le côté droit, ça a marché un petit peu pendant tout le match. Et par rapport à des situations comme celle-ci, où Hakimi est longue ligne, touché sur une phase de relance, un circuit de relance un petit peu classique, et Monaco met la pression, il monte sur le porteur, il n'y a pas beaucoup d'espace forcément, et le porteur a un petit peu un manque de temps. J'ai bien aimé les choses que propose Ousmane Dembélé, comme ici, appel, contre-appel pour aller embarquer son défenseur dans la profondeur et pour en fait non revenir à l'intérieur, toucher un petit peu en décrochage. Une fois qu'il est touché, avec toute sa qualité, il réussit à pivoter et à se tourner dans une position intéressante pour s'ouvrir un angle vraiment sympa pour la course d'Achraf Hakimi. Donc ce long 1-2 là, entre les deux, là c'en est une occurrence, mais c'est arrivé à plusieurs reprises et je trouvais que c'était super bien fait. Les deux se comprennent bien et ont bien joué ensemble ce soir. Donc là en l'occurrence Hakimi il est trouvé, hop, il peut servir Kylian Mbappé qui est hors jeu, mais c'est une situation dangereuse, c'est un mouvement dangereux au bout d'une minute de jeu à peine. Sur l'autre côté, il y a eu un truc qui était plutôt pas mal, c'était entre Mukiele et Kylian Mbappé ici. Encore une fois, c'est un petit peu similaire, appui long de ligne avec l'ailier ou le joueur offensif un peu de côté qui vient en décrochage, même s'il est beaucoup plus côté et long de ligne que Dembélé tout à l'heure qui était à l'intérieur. Appui, déviation en une touche, et c'est super bien joué par Gonzalo Ramos qui remet pour Vitinha, et derrière, Vitinha trouvé, hop, non pardon, comme ça c'est Kylian Mbappé qui le trouve, hop, remise pour Vitinha face au jeu, ça c'est le classique troisième homme, 1, 2, 3, et Vitinha, très bon ballon dans la profondeur pour Mukiele, donc c'est 1, 2, 3, mais en vrai le quatrième homme qui était mobilisé ici au départ de l'action
poursuit sa course. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mouvements intéressants dans les couloirs de cette manière. Un petit peu comme ce qu'on a vu manquer parfois en Ligue des Champions, contre des pressions fortes, celle de Newcastle, celle de Milan à San Siro. Et là, il y avait de la complémentarité dans les déplacements qui était vachement intéressante. Et donc le ballon par-dessus de Vitinha, il peut aller trouver Mukiele dans la profondeur. Et c'est une action dangereuse pour Paris. Je crois qu'il y aura un tir cadré au bout de Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, j'ai envie de le mettre en lumière aussi parce qu'il avait ce rôle sur cette action. Et j'ai trouvé qu'il était très bon. Je dirais que c'était un des meilleurs Parisiens ce soir. Aussi peut-être par rapport à d'autres matchs où on le sentait techniquement un petit peu emprunté, pas encore trop dans le ton. Là franchement c'était un match où il a réussi beaucoup de bonnes choses, j'ai trouvé. Donc voilà, c'était une bonne action parisienne. Il y a eu des moments où par contre, bon, il y a toujours cette volonté de mettre la pression, ok, mais parfois la pression elle est un peu trop facilement battue. Peut-être Mbappé il est un petit peu là dans le no man's land, pas vraiment en train de mettre la pression sur le porteur, pas vraiment en train de contrôler ce qui se passe dans son dos. Et du coup, Keun a un petit peu un échappatoire, alors que pourtant il y a eu des mouvements, il y a eu de la volonté de le mettre sous pression, mais il a un petit peu un échappatoire facile pour aller trouver son latéral dans un espace, dans un grand espace. Et en plus, quand Monaco se retrouve dans ces situations-là, derrière, quand la première lame de pression parisienne elle est battue, il y a beaucoup de danger et d'espace à aller attaquer. On le voit ici, il est lancé face au jeu, c'est déjà assez menaçant sur cette parcelle de terrain. Mais ensuite, tout ce qui se passe de l'autre côté, là avec la course de Golovin par exemple, ou de Minamino, c'est une situation périlleuse pour Paris. Et avec le mouvement, il y avait eu cette passe du gardien ici qui était une sorte de première oblique. Toujours cette deuxième oblique qui est dangereuse quand ça jouait d'un côté, l'autre peut être un petit peu laissé seul. Et en tout cas, la Golovin, il est trouvé dans une poche vraiment intéressante. Dommage que son contrôle soit raté, parce que sinon, c'est très dangereux pour Monaco. Donc ouais, peut-être ça c'est un truc, voilà, sur cette phase parisienne là. Attention, parce que si tu presses et si tu te livres autant, il faut que tout le monde le fasse et le fasse bien, parce que ça, je trouve que c'est un peu trop facile comme sortie de pression. Et entre Vitinha, là, qui est un petit peu bas, bon, qui est aussi bien tenu, entre guillemets, par Vanderson, qui se place haut, donc qui te pousse à être un petit peu bas. Mais ouais, je pense là, beaucoup trop d'espace entre ces deux Parisiens, et un petit peu trop facile pour Monaco de s'en sortir. J'ai trouvé que Paris, il y a encore des progrès à faire à la pression pour pas se retrouver en danger comme ça. Bon, par contre, comme on disait, sur le côté droit, ça se passe plutôt bien. Et sur ce ballon de Fabian Ruiz, qui n'a pas été mauvais avec ballon, franchement, on en parlait donc honnêtement, avec ballon, c'était pas mal. Sans, j'ai 2-3 trucs à redire, on va y revenir. Mais sur ce petit ballon qui met là, extérieur, un petit peu flottant par-dessus, pour Gonzalo Ramos, je trouve que c'est top. Le contrôle est très bon. Et ensuite, la passe là, dans cet intervalle, qui n'est pas évident non plus, il est top aussi. En attendant bien que le joueur vienne sur lui, donc parfait, je trouve vraiment dans le bon timing. Et avec Kylian Mbappé lancé dans cette zone, c'est très dangereux. Il a bien interagi dans l'ensemble avec Kylian Mbappé. Et ça, je trouve que c'est top. Au bout, il y a une situation, ça c'est la classique Mbappé normalement, ça c'est la très dangereuse pour Mbappé qui est lancé comme ça, un petit peu dans ce demi-espace gauche. Et pour un défenseur, qu'est-ce que tu fais ? T'as pas du tout envie qu'il revienne là, parce que quand il revient là, on sait ce qu'il fait. Après, il fait sa classique, sa spéciale, où il ferme le pied et il la met comme ça, et il bat le gardien qui anticipe un petit peu la frappe lucarne opposée, quoi. Ça, il l'a sorti, je sais pas combien de fois déjà cette saison, mais même c'est sa classique. Donc le défenseur n'a pas envie de lui donner cet espace-là, donc par contre, il lui donne, c'est Vanderson, il lui donne le côté gauche, et Kylian Mbappé a une très grosse occasion là. Il faut un bel arrêt, belle manchette de Philippe Keun pour sortir cette frappe pied gauche qui est juste un peu trop centrale, mais honnêtement, c'est gros danger. Et ça montre à quel point il est difficile à contrôler dans ces positions-là, quand il est lancé là. Et ça part d'un bon travail, je trouve, de Gonzalo Ramos, que j'avais envie de mettre en lumière. Sinon, comme on en parlait, la pression parisienne, cette envie, je la trouve admirable, louable. C'est bien que Paris essaye de mettre le plus possible en difficulté la relance adverse. On voit tous les Parisiens dans la moitié de terrain adverse, une sorte de 5-3-2, ou en tout cas 3 défenseurs centraux, voire 3-5, ou quelque chose en tout cas d'assez agressif. Mais par contre, quand cette ligne est battue, attention, c'est très dangereux, parce que sur cette remise ensuite, pour Golovin peut retrouver notre ami Balogun, qui fait mal à Skriniar ici. Et Skriniar, j'ai trouvé qu'il a fait un match compliqué. C'est un des moins bons Parisiens ce soir. Il est battu là sur ce qui est quelque chose où il ne devrait pas être battu. Balogun enchaîne. C'est sorti par Donnarumma, mais dans les pieds de Vanderson, qui marque dans le but vide. 1-0 pour Monaco, mais non, c'était hors-jeu, parce que Balogun en fait était hors-jeu sur cette passe ici de Golovin.
mais ça se joue à pas grand-chose. Encore une fois, je trouve une grosse alerte pour le Paris Saint-Germain. Alors qu'il marquera sur l'action suivante, il me semble, ouais, sur celle-ci. Encore une fois, sur un... Non, non, pardon. Là, c'est pas un but, mais c'est encore une fois un bon travail, un bon relais, une bonne combinaison entre Hakimi et Ousmane Dembélé. Cette fois, c'est Hakimi qui est long de ligne et qui trouve le dédoublement intérieur d'Hakimi. Et les deux s'entendent super bien. Même Fabien Ruiz, son déplacement est assez intéressant ici. Mais ouais, ils ont fait beaucoup de mal au côté gauche de Monaco. Hakimi frappe, qui est bien sorti par Keun, qui lui aussi faisait un bon début de match avant sa bourde. Le but de l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain, il vient ici. Il vient de contre-pression. C'est, il me semble, sur un centre qui est dévié, repoussé. On a quand même 8 Parisiens là, dans les 30 mètres, qui sont là pour contester le second ballon, pour essayer de le gagner. Et Lucas Hernandez, il me semble, qui dévie sur Mukiele. Très belle déviation de la tête d'ailleurs. Pour Dembélé, qui était dans tous les bons coups. Je pense qu'il est impliqué sur les 4 premiers buts. Sur les 3 premiers buts, il est impliqué sur les 3 premiers buts. Les 3 premiers, il y a à chaque fois. Une fois buteur, une fois provoquant un penalty. Et là, sur la frappe, qui est déviée, grosse bourde de Keun, sur Gonzalo Ramos, qui marque le premier but. Ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. C'est une ouverture du score. Je ne sais pas si elle est méritée, mais en tout cas, il y a eu des choses plutôt intéressantes pour le PSG. Ce qui coûte cher à Monaco, là, c'est une grosse bourde. C'est une grosse bourde de gardien. Dommage, alors qu'il ne faisait pas un mauvais match pour l'instant. Mais voilà, forcément, c'est problématique. Et ça permet à Paris d'ouvrir le score. On va s'arrêter là. Petit mot d'un sponsor. Alors les amis, on fait une petite pause pour parler du sponsor du jour qui est NordVPN. Très facile pour moi de parler de NordVPN parce que je le fais depuis un moment. Ça fait longtemps qu'ils sponsorisent la chaîne, mais aussi parce que ça fait longtemps que je les utilise, même avant qu'ils me sponsorisent. C'est hyper utile pour masquer son adresse IP pour des raisons de sécurité. Donc moi, je vis aux Pays-Bas. Là, maintenant, je suis connecté sur un serveur virtuel néerlandais. Donc on ne voit pas ma vraie adresse IP. Mais c'est aussi hyper pratique, plus que pour des raisons de sécurité, pour accéder à des contenus qui sont géolocalisés. Il y a tellement de trucs qui sont géobloqués, etc. Et en ce moment, avec la Ligue des Champions, avec l'Europa League, les compétitions européennes, un truc qui est vraiment cool, c'est que si on se connecte en Belgique, comme ce que je fais là, en Belgique, ils ont un truc qui est pas mal, c'est qu'ils ont des matchs de Ligue des Champions et d'Europa League qui sont diffusés en clair. Sur le site, par exemple, RTL Play, vous avez la Champions League, chaque semaine, 2 matchs, un le mardi, un le mercredi, totalement diffusé en clair. C'est plus le cas en France depuis un moment maintenant, malheureusement. Mais si vous avez NordVPN, que vous vous connectez en Belgique, et désormais, vous avez accès à des grands matchs européens facilement, gratuitement, en clair. Un autre truc que moi j'utilise beaucoup aussi, parce que j'adore voir les résumés de Premier League, j'adore la Première Ligue en VO en fait, j'aime beaucoup les commentateurs britanniques, etc. Et pourtant, si je vais sur la chaîne YouTube Sky Sports Premier League, j'ai pas les résumés en VO, parce que les résumés, ils sont géolocalisés. Et pourtant, petit tour de magie, je vais retourner du côté de NordVPN, je vais me connecter à Londres, peu importe, tant que c'est au Royaume-Uni, hop, je suis connecté United Kingdom, et maintenant je retourne sur la chaîne YouTube de Sky Sports, je rafraîchis, et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ouais, on a les résumés. Par exemple, City Bournemouth, Newcastle Arsenal, hop, je clique et maintenant j'ai accès aux images, je peux voir le résumé de 3 minutes en VO avec les commentateurs britanniques. Et ça personnellement c'est un truc qui me fait vraiment kiffer. Donc comme vous le voyez, il y a vraiment une infinité d'usages pour la géolocalisation grâce au VPN et à NordVPN. Si vous voulez en profiter, il y a une offre exceptionnelle qui est active jusqu'au 29 novembre, donc tardez pas trop, 4 mois offerts sur tous les abonnements d'1 et 2 ans. C'est jusqu'au 29 novembre, c'est avec mon lien qui est en description, et NordVPN vous garantit d'être satisfait ou remboursé sous 30 jours. Donc c'est accessible avec le lien qui est en description de la vidéo si vous me regardez sur YouTube. Si vous m'écoutez en podcast, je sais qu'il y en a pas mal, c'est dans la description du podcast aussi, et le lien c'est nordvpn.com/willouvpn. Et voilà, ouverture du score donc du Paris Saint-Germain. Malheureusement pour eux, ça va pas durer très longtemps parce qu'il y a eu une très grosse erreur pour répondre à celle de Philippe Keun, cette fois de notre ami Didio Donnarumma, qui est vraiment coutumier du fait et qui attend beaucoup trop longtemps avant de prendre sa décision sur cette phase de relance. Je comprends pas le fait de se reculer comme ça du ballon et de laisser Balogun. Il y a vraiment une mauvaise gestion du timing, quoi, une mauvaise compréhension de ce que la situation exige. Donc il doit dégager en catastrophe, sa frappe, son dégagement il est quasiment contré dès le départ par Balogun, mais ça arrive dans les pieds de Minamino, contrôle, frappe gauche, même là je trouve que Donnarumma n'est pas irréprochable. Bon, après, la grosse erreur, elle est surtout ici, mais ouais c'est quand même un petit peu inquiétant, problématique pour un gars qui fait souvent ça, et bon, une bourde répond à une autre,
un partout au bout de 20 minutes. C'est ça, ouais, au bout d'une vingtaine de minutes. Bon, peut-être le truc positif, c'est que le PSG se laisse pas trop décontenancer non plus. Encore une fois, Dembélé dans les bons coups. Là, sur un appui intérieur, il peut trouver Fabien Ruiz qui lui ouvre sur un... Il y a un magnifique petit intervalle là et il le trouve très bien d'un petit extérieur du pied gauche pour Achraf Hakimi. Ce couloir droit et ce côté droit, il a été très très dangereux. Ça a vraiment très très bien combiné ensemble. Ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le PSG. J'imagine que Fabien Ruiz sera reconduit dans ce rôle de milieu relayeur un petit peu avancé comme ça, à la place de Warren Zaïre-Emery sur le papier. Peut-être que ça va demander un petit peu plus de compensation de Vitinha, qui était un petit peu plus en décrochage que d'habitude, un petit peu plus axial là, donc comme on le voit ici, mais je pense que contre Newcastle, donc on devrait revoir Fabien Ruiz. En tout cas, il était plutôt utile avec ballon, et là il glisse un très très bon ballon pour Achraf Hakimi, qui s'entre en retrait. Je trouvais que c'était super intelligent, ça super bien fait. Pas au premier poteau pour Gonzalo Ramos, où il est bloqué par Maripane, en retrait pour Kylian Mbappé, qui arrive lancé. Là je me dis c'est but à 100%, mais il y a un très très bel arrêt de Keun, qui se reprend bien de sa bourde aussi, comme Donnarumma d'ailleurs, on va le voir dans quelques minutes. Et en plus, il jaillit une seconde fois là, dans les pieds, alors que là, avec une fraction de seconde de retard en plus, on sait que ça fait penalty. Non, ouais, magnifique double intervention de Philippe Keun. Il y a quelque chose qui est bien ici sur cette situation, c'est la pression à la perte. Comme on le voit sur la phase de relance de Monaco, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Parisiens juste dans le champ. Mais il y en a un 9e en plus qui arrive et qui intercepte, qui coupe cette passe hyper haut Skriniar. C'est quand même assez remarquable. J'aime beaucoup. Et puis j'aime moins la seconde partie. C'est une fois qu'il y a eu récupération, regardez, 3 Parisiens ici dans l'interligne qui attendent que d'être resservis pour faire mal, pour mettre le contre-punch. La contre-pression, ça sert à ça. Ça sert à rattaquer tout de suite et faire très très mal. Non, il revient derrière. Encore là, il y a la possibilité de jouer intérieur et honnêtement de faire super mal. De faire super mal parce qu'il y a de l'espace à aller exploiter. Monaco est en train de reformer sa ligne défensive. Mais il repasse derrière. Encore une fois, on lui demande, c'est encore possible de jouer cette passe. Il repasse derrière pour Ugarte. Grande frustration de Fabien Ruiz et de Gonzalo Ramos ici. Il repasse derrière. Ugarte a encore la possibilité de jouer le ballon intérieur là, dans ce petit espace pour Fabien Ruiz qui lui demande. Et il va aller écarter, jouer autre côté et relancer un cycle de possession. À la rigueur, la décision d'Ugarte, je la comprends un petit peu plus. Je pense que par contre, Skriniar, une fois qu'il a coupé, il y avait vraiment un petit ballon intérieur là à mettre et il a mal lu la situation. En tout cas, ça provoque une grande frustration de la part des milieux avancés parisiens ici, que ce soit Hakimi, Fabien Ruiz ou Gonzalo Ramos. Donc dommage, il y avait vraiment un meilleur coup à jouer là. Mais bon, il y aura quand même un second but qui arrivera juste avant la mi-temps. Encore une fois, par l'intermédiaire d'Ousmane Dembélé, servi par Achraf Hakimi, super bien fait. Il déborde, ça classique. Il bat son vis-à-vis, centre, c'est coupé, mais le second ballon est gagné par Ousmane Dembélé. Et ça, c'est les pénaltys qu'on voit beaucoup depuis quelques temps, depuis quelques années. Si tu surgis sur un 50-50 dans la surface, dans le dos du défenseur qui t'a pas vu, et que tu passes devant pile au bon moment, il ne faut pas passer devant trop tôt limite, mais si tu passes devant pile au bon moment, et qui déclenche son dégagement, ça fait penalty 100% du temps. C'est super bien joué par Dembélé, le défenseur conteste même pas, il sait qu'il s'est fait prendre au piège. Mbappé le convertit, ça fait 2-1. Pour le top scorer, le fameux du championnat de France, ils ont même mis en place une petite animation pour passer du live au ralenti. La petite animation avec le badge top scorer. Bon, perso, je peux pas mentir, je trouve ça un peu ridicule de mettre en place ce truc milieu de saison. Et moi, Kylian Mbappé, c'est un de mes joueurs préférés. C'est rien contre lui, je suis très content pour lui. Mais en fait, si tu mets ce truc en place au milieu de la saison, alors qu'avant ce but, ne serait-ce qu'avant ce but, Mbappé, il en avait 13. Et derrière, c'était 7, 5, 5. D'ailleurs, bon, ça aussi, c'est un petit truc qui montre que le championnat de France cette année, même si j'aime beaucoup Accor Adams, pas de souci avec lui. Mais bon, il manque quand même un petit peu d'autres top scorers, mais en tout cas mettre en place cette distinction au milieu de l'année, bon en gros c'est juste pour mettre un pin en plus sur le maillot Kylian Mbappé jusqu'à la fin d'année, c'est assez clair qu'il va pas y avoir de gars qui va le dépasser au classement des buteurs. En tout cas c'est mérité pour le PSG sans doute de revenir dans le match, parce que je pense que sur cette première mi-temps,
je sais pas, en vrai, je sais pas. En vrai, peut-être que ce penalty leur permet de pas trop douter non plus. Et peut-être je dirais ça dans l'analyse du match, c'est que c'était loin d'être parfait, mais les temps forts ont été suffisamment bien concrétisés pour pas avoir à trop douter. Au final, le fait par exemple que le PSG soit jamais mené dans ce match, que le premier but hors jeu soit refusé, etc., ça fait que mentalement il n'y a jamais eu de moment trop compliqué. Puis après ils ont montré pas mal de choses intéressantes, mais je pense que le match tourne bien dans l'ensemble pour Paris. J'espère que ça tournera bien contre Newcastle dans quelques jours et on sera là pour en discuter. Il y a eu des moments, donc voilà, moi j'ai parlé des choses intéressantes de Fabien Ruiz avec ballon. Sans ballon, je suis moins convaincu par ce match. Typiquement, sur une phase de relance monégasque, là, où on voit qu'il y a toujours cette volonté parisienne d'être ici, de défendre à la médiane, de mettre la pression sur le bloc adverse et d'être très haut. Sur cette passe intérieure, là, extérieure, qui est bien sentie, Fabien Ruiz, qui est ici sur, je pense que c'est Camara ou Zakaria, mais je crois que c'est peut-être Zakaria. En tout cas, il est un petit peu ici collé sur son vis-à-vis. Du coup, il y a un espace qui s'ouvre à l'intérieur, là, pour le décrochage de Golovin, qui fait ça de manière très intelligente d'ailleurs, et il est battu. Mais je pense qu'être battu par cette passe intérieure, après c'est peut-être une question un petit peu structurelle aussi, de comment Luis Enrique veut son organisation au milieu de terrain. Peut-être si tu as Ugarte et Fabien Ruiz, tes deux seuls vrais milieux centraux, et Vitinha par exemple, on le voit ici collé à Vanderson, peut-être que tu acceptes de laisser des trous comme ça à l'intérieur de ton milieu de terrain et qui peuvent être percés. Mais je pense qu'un Warren Zaïre-Emery, il laisse pas passer ce ballon parce que laisser passer ce ballon, c'est ton métier quand tu es dans cette position et surtout c'est gros danger derrière. Parce que Golovin, il est trouvé donc face au jeu, face à une défense qui est en train de reculer, avec en vrai, si on regarde là, à partir de Fabien Ruiz battu, c'est du 5 contre 5. C'est du 5 contre 5 avec du danger sur les côtés, avec un gars comme Vitinha qui n'est pas un vrai défenseur gauche non plus, donc pour moi c'est grosse alerte. Et en plus, je suis pas trop convaincu non plus par la course de repli de Fabien Ruiz, qui laisse Golovin assez tranquille. Golovin, il peut courir sur, là il la prend ici, il court sur quasiment 35 mètres sans opposition, avant de la glisser dans le trou pour Minamino. Skriniar d'ailleurs, je suis pas vraiment convaincu par l'intervention défensive sur cette action. Et Minamino finit mal. Je pense qu'il a plus de temps que ce qu'il utilise. Donnarumma sera un super barré et se rattrape quasiment de sa bourde. Mais voilà, je pense à l'origine là, ça pour moi c'est attention. Parce qu'en Ligue des Champions, c'est gros danger. Et peut-être si c'est un Raphaël Leao ou un Isaac ou quelqu'un qui est en train de conduire ou de finir, peut-être que ça fait plus mal que ça et que tu payes cash ce genre de choses. Ou un Loftus-Cheek par exemple, comme on a vu au dernier match, trouvé comme ça face au jeu. Attention à ce genre de choses. En tout cas, voilà, donc on arrive à la mi-temps à 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Moi, pendant 15 minutes, je peux regarder un petit peu de Orlando Magic, Boston, qui était un gros match, 6e victoire d'affilée pour le Magic. Et les vidéos NBA reprennent. Il y a eu juste, pour ceux qui suivent la chaîne secondaire, il y a eu juste une période un peu difficile. Parfois, le réveil 5h30 pour les récaps, pas évident. Il y avait cette grosse vidéo sur les Leverkusen. Mais je vais trouver le rythme pour la NBA. Ça va arriver. En tout cas, voilà, pour ce début de seconde période, Monaco pas trop mal. Pas hyper convaincu encore une fois sur ce genre de relance par Fabien Ruiz sans ballon, même si le match avec ballon il a été bon. Là par exemple pour un Mohamed Camara qui est trouvé comme ça dos au jeu et pourtant qui réussit à aller progresser et à aller toucher, je pense que c'est Vanderson là côté droit, un petit peu sans opposition. Je pense que Fabien Ruiz, soit il est un petit peu trop loin, soit il le laisse se retourner un petit peu trop facilement, mais le fait que ici, après, Vanderson puisse être sollicité là en mettant pas une grosse pression sur le porteur. Au bout, c'est une action encore dangereuse. Et encore une fois, la défense parisienne se retrouve un peu collapsed à courir vers son but comme ça. Je pense que c'est pas top. Donc, pas trop fan du match de Fabien Ruiz sans ballon, même si avec c'était pas mal. Et pas trop fan du match de Skriniar avec et sans ballon pour le coup. Genre sans, on a vu un petit peu tout à l'heure. Et puis avec cette passe-là qui est pas assez appuyée ou un petit peu trop axiale. En tout cas, elle est facilement coupée par la dernière ligne monégasque. Voilà, il y a des moments pas top et encore des points d'amélioration. Mais pour finir, le PSG l'emporte nettement parce qu'il y a eu de la qualité individuelle là où ça compte le plus, aux avant-postes
et de la part d'un joueur qui me fait vraiment kiffer sur ce début de saison, même s'il a raté beaucoup de trucs. Je trouve que Dembélé a créé énormément et il est récompensé avec son but quelques jours après avoir marqué avec l'équipe de France contre Gibraltar. Et bah là, superbe déviation sur le ballon long de Fabien Ruiz, passe décisive pour lui, superbe enchaînement d'Ousmane Dembélé. Pour le coup, la frappe en puissance, ça finit par payer. On en a vu beaucoup des comme ça, frapper coup de pied fort un peu sous la barre, mais en vrai ça passe largement au-dessus de la barre, parce que la puissance est mal maîtrisée. Là ça paye. Très bel enchaînement, ça fait 3-1, ça fait 4-1 sur l'engagement en plus, parce que Vitinha, un petit peu contre une autre équipe, je crois que c'était Rennes il y a quelques jours, une frappe extérieure de la surface un petit peu dans cette zone, il va aller chercher la lucarne opposée, c'est magnifique, poteau rentrant, Paris tue le match, 4-1. Pas fan de cette défense et de ce contrôle de la profondeur où on voit une dernière ligne, on a je pense Hernandez et... je sais pas exactement qui c'est, Hernandez et quelqu'un qui saute comme ça, qui essaye de jump pour se mettre au niveau de la médiane, mais du coup, cette ligne, elle est vraiment pas nette. Et on a Hakimi qui couvre le hors-jeu là, et une seconde fois, là ce sera Skriniar qui le couvrira sur la passe de Minamino. Balogun va marquer le but du 4-2, heureusement, pour vraiment faire la différence. Juste avant le coup de sifflet final, Kolo Muani, sur ce gros raté de Maripane en pleine surface, va planter. Le plein de confiance, je pense pour lui, un but qui lui fait du bien, on l'a vu sur la célébration. Pour Dembélé aussi, c'est très cool. Sinon Mbappé et Gonzalo Ramos, ça c'est bien, parce que je pense que ça récompense son bon match et son bon début de match, sa bonne première période. Donc ouais, dans l'ensemble, ça fait 5-2. Comme on a dit, le PSG prend 6 longueurs d'avance. C'était un vrai match à 6 points finalement. Monaco pouvait revenir à égalité de points avec le PSG avec une victoire. Et on en a vu des victoires de Monaco au Parc des Princes Nord récemment, ça me dit un truc. En tout cas, 6 points, 6 longueurs d'avance pour le PSG en tête. En tout cas, par rapport à Monaco, 4 sur Nice qui joue ce week-end. Et ça fait du bien, je pense, avant Newcastle. Mais comme vous l'avez vu dans cette longue vidéo, on a fait quasiment 30 minutes. Pour moi, pas tous les points non plus ont été résorbés. Je pense, si je dois me projeter là pour l'instant, je reste confiant vite fait par rapport au PSG. Comme j'en parlais dans une vidéo avec Stan, je pense que le plafond de cette équipe est assez élevé. Après, il y a des moments où on voit que le plancher, il est un peu flanchant. Parce qu'il y a quand même des erreurs. Et par exemple, quand tu presses, c'est bien... Après, quand il y a des gros trous derrière et qu'il y a une équipe comme Monaco qui peut les utiliser, mais tu dis en Ligue des Champions qui peut même encore mieux les utiliser, ça peut faire un peu mal. Voilà, c'est pas parfait. Ça ressemble peut-être à une équipe qui vient de changer une grande partie de son effectif et son entraîneur. Au bout de, là, on est 3-4 mois après le début de saison, donc 4 mois. Donc ouais, ça ressemble à peu près à ça. Et en plus, sans Warren Zaïre-Emery, qui était peut-être le joueur le plus important du début de saison. C'est pas parfait, mais ça passe, quoi. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de votre côté et comment est-ce que vous sentez les choses avant Newcastle? Dites-moi tout ça en commentaire. Et on se retrouve très vite pour la prochaine. Je pense demain pour parler de 2 grosses affiches de Premier League. Au moins une, il y a City-Liverpool, mais dans la foulée, juste après, il y a Newcastle-Chelsea. Donc peut-être je ferai une vidéo où on parlera des deux en même temps, qui tombera demain soir, donc. Bon, en tout cas, on se retrouve demain pour parler de Premier League sous un format ou un autre. Prenez soin de vous les potes, et on se dit à demain, donc. Passez un très bon week-end. À bientôt. Bisous.